Donc, bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on fait dans ma start-up. Donc on est deux Français, on est basé à New York et on a eu l'idée d'essayer de voir ce que fait la fermentation en milieu solide. Donc ce que peut nous apporter les micro-organismes en matière surtout de changement des précurseurs d'arômes pour voir l'impact que ça a sur l'arôme du café une fois qu'on l'a torréfié. Donc on utilise ce qu'on va dire biotechnologie parce que bon, c'est un procédé complètement naturel de changement du café avec les micro-organismes comme donc, outil pour améliorer les qualités organoleptiques du café. Donc, je vais vous parler brièvement au début donc, de la chimie donc de l'arôme du café. Je vais vous exposer ce qu'on fait donc dans ma startup, donc comment on utilise la fermentation comme outil innovant. Et donc par derrière, je vais vous dévoiler les analyses scientifiques qu'on a fait qui donc soutiennent que la fermentation peut donc effectivement avoir un impact assez intéressant sur les précurseurs d'arômes et donc sur l'arôme que vous allez avoir une fois que votre café est torréfié. Et je vais essayer de respecter le temps. Donc, ici déjà, donc brièvement, donc ce qui a été déjà donc exposé par nos collègues ce matin. Donc on a les différentes étapes de la production des cerises jusqu'à la tasse. Donc la récolte des cerises, donc d'un pays producteur jusqu'au procédé soit de lavage et de séchage, et de séchage voilà, jusqu'à la fin pour donc toute cette partie dans le pays producteur, et une fois que c'est importé donc dans le pays consommateur, c'est tout ce qui est donc torréfaction, grounding, mouture, et bien sûr préparation avant d'arriver donc dans votre tasse. Donc, toutes ces étapes-là, il y a quelques étapes où on peut vraiment jouer sur l'innovation et la variation de l'arôme à la fin que vous allez avoir dans votre tasse. Donc, actuellement, vous pouvez jouer sur la variété de café. Donc, on a aujourd'hui Caféa Arabica et Caféa Canephora qui ont été exposés ce matin avec les différents hybrides et mutants que vous pouvez trouver. Au niveau de la torréfaction, donc là, ça va être l'art du torréfacteur de jouer sur les paramètres de temps et de température. Et après, donc, ça va être le barista qui va jouer sur les différentes techniques pour préparer votre café, espresso, siphon, French press. Enfin, bon, vous les connaissez, différentes techniques pour boire votre tasse en fonction de ce que vous voulez avoir comme consistance, comme goût, et donc en fonction de la demande du consommateur. Donc ça, c'est ce dont on peut, les étapes leviers sur lesquelles on peut jouer sur l'arôme final et la qualité de la tasse. Donc toujours dans la même publication qui date de 2015, ils exposent aussi, donc en parallèle de toutes ces étapes, les moyens actuels ou les études qui ont déjà été menées actuellement au niveau scientifique ou pas, ou empirique, qui existent juste focalisés sur la fermentation, qui existent pour jouer, encore une fois, moduler l'arôme du café. Donc au niveau de la cerise en tant que telle, même dans les champs, donc vous avez, j'imagine, vous connaissez tous le copilouac, donc c'est une civette qui se balade dans les champs, principalement en Indonésie, qui va manger les baies, enfin les cerises, et les fermiers vont être là donc, pour récolter les excréments, les laver et torréfier. Et il y a aussi, bon, je ne l'ai peut-être pas ici, il y a la même chose en Thaïlande avec des éléphants. Ça s'appelle l'Avory Black. Bon, là, c'est évidemment, vu que c'est un éléphant, c'est des plus grosses quantités. Donc, ce qu'il y a d'intéressant
dans ces procédés-là, bon, mis à part que le prix est incroyablement élevé, c'est que qu'est-ce qui se passe tout simplement chez ces animaux-là et dans l'intestin, en tout cas dans leur estomac pendant qu'ils les digèrent, c'est l'action des micro-organismes qui vont être là pour dépulper. C'est ce qui se passe aussi pendant le procédé humide du café après dans la ferme, où donc il y a des études actuelles où on joue aussi sur les micro-organismes qui vont dégrader toute cette pulpe qui est autour de la graine. Donc il y a des études agronomiques faites où on peut identifier principalement, parce qu'il y en a beaucoup vu que ça dépend complètement de la microflore qui est autour de votre cerise, donc ça va rejoindre un peu ce que disaient mes collègues ce matin. C'est aussi ça dépend du terroir, hein. Chaque terroir va avoir sa propre microflore, donc au niveau de la cerise, donc, vous allez avoir cette microflore-là qui va dégrader la pulpe. Une fois qu'on a identifié ces micro-organismes-là, on peut soit en ajouter, soit essayer d'en diminuer certains en essayant que d'autres soient vraiment dominants pour dégrader cette pulpe-là. Donc ça va être use of specific starter culture, donc c'est un point qui est aussi fait. Et, ou alors on va aussi contrôler cette fermentation tout simplement avec les paramètres d'humidité, les paramètres de température, ce qui n'est pas forcément facile dans le pays producteur où on est aux aléas du temps, aux aléas des gens aussi, de la disponibilité et des moyens mis en place. Donc les deux premiers cadres dont je vous ai parlé sont extrêmement incontrôlables. En tout cas, il y a un gros manque de contrôle de ces procédés de fermentation. Alors, comme le troisième, qui est au niveau de la graine verte, qui est en fait surtout en Inde, où pendant les périodes de mousson, donc ces graines vertes, quand elles sont une fois séchées, dans un environnement, en tout cas un climat tellement humide, qu'en fait, il va continuer. Il va y avoir toujours une activité microbienne à la surface de ces graines vertes, même séchées, qui vont pas être à 12%, elles vont être jusqu'à 15%, et elles vont donc subir encore une fermentation, même durant leur transport et leur stockage, et ce qui va faire que ce café est aussi différent une fois qu'il est dans votre tasse. Alors, les deux autres carrés qui sont sur le côté, en fait, sont plus issus de brevets. C'est-à-dire qu'on va essayer de breveter des techniques avec ajout d'enzymes sur soit la graine verte ou soit la graine partiellement torréfiée. Ou alors, une fois qu'on a eu l'extrait de café avec toutes les méthodes qu'il peut y avoir pour donc avoir une tasse, on va ajouter d'autres micro-organismes pour faire une fermentation, ici par exemple une fermentation lactique pour produire du diacétyl. Alors le diacétyl, ça va être des notes de beurre, des notes un peu de produits laitiers, voire de vin, qui sont plus ou moins désirés. Ça dépend encore une fois de la demande du consommateur. Mais bon, les deux derniers, c'est plus des brevets, qui sont comme des brevets, des situations beaucoup plus contrôlables que les trois premiers, où là, c'est malheureusement, donc, dans les pays producteurs, donc pas forcément contrôlable. Donc ce qu'on a voulu essayer de faire avec Affineur, ma start-up, donc, où on développe des fermentations, c'est rester dans le pays consommateur et pas producteur. Donc une fois qu'on a le grain vert qui est bien stable et on sait à quel pourcentage d'humidité on l'a, c'est d'intégrer une fermentation microbienne
avec un cocktail de micro-organismes, qui peut être bactéries, levures ou champignons filamenteux, pour donc, voilà, arriver à contrôler une fermentation et à moduler l'arôme qu'on va avoir en fin de tasse, mais de manière extrêmement précise, bien sûr, comparée aux autres fermentations exposées avant. Donc ici, c'est un bref rappel donc, des composés donc, précurseurs d'arômes que vous avez au centre du diagramme, donc les sucres, les aminoacides, la triolénine, l'acide chlorogénique, les acides organiques, lipides et caroténoïdes. Et je vous ai donc entouré en rouge en fait, les modifications des précurseurs par action enzymatique. Donc ici, c'est des tannases, des lipases, des protéases et des enzymes qui dégradent les glucides. Tous ces enzymes-là peuvent être produits par des micro-organismes et donc changer, puisqu'ils vont dégrader ou en tout cas modifier le profil des précurseurs. Et avec la fermentation aussi, on a, parce que le micro-organisme, il est là pour en gros se nourrir, donc il va dégrader par exemple une protéine, mais il va aussi produire ce qu'on va appeler des composés secondaires, qui peuvent être des volatiles ou des non volatiles. Ici, quand c'est des volatiles, ça peut être donc des esters, des alcools, des aldéhydes, tout ce que vous allez pouvoir sentir et directement quand vous sentirez votre tasse, ou indirectement quand vous allez avoir votre café dans votre bouche, vous allez le sentir au niveau rétronasal. Bon, ça sera la partie de mon collègue après moi. Donc ça, c'est les modifications que l'on peut faire avec les micro-organismes sur les précurseurs d'arômes. Donc, chez Affineur, donc, quand on s'intéresse à la fermentation comme outil d'innovation, donc ce que nous faisons, c'est que nous avons sélectionné précisément ce qu'on veut changer dans l'arôme du café. Donc vous allez voir qu'entre autres, nous, donc, le premier café qu'on a voulu essayer de faire, qu'on a fait, qui est fermenté, le but était de diminuer l'amertume et l'astringence qui peut vraiment, on va dire, cacher tous les arômes typiques du terroir que peut avoir le café. Donc on a fait ça. On a ciblé nos molécules, on a choisi nos souches microbiennes. Donc rien n'est OGM, ce sont des souches naturelles qu'on a listées dans la littérature. On en a trouvé entre 500 et 1000 qui sont capables de pousser naturellement sur le café et de faire des modifications précises par action enzymatique et en produisant des composés secondaires. Donc on les a laissés donc, pousser par fermentation sur milieu solide, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau ajoutée, vraiment un strict minimum pour pouvoir qu'elles poussent et qu'elles fassent les changements chimiques qu'on souhaite. Et après, on a stérilisé. La stérilisation vient naturellement, puisque après torréfaction, une fois qu'on a chauffé plus de 200-250 degrés, il n'y a plus grand-chose de vivant qui va rester à la fin. Donc voici un peu le schéma très bref de comment ça se passe. Donc on travaille sur le café vert, on l'hydrate, on fait une fermentation sur milieu solide entre 24 et 48 heures, on ressèche par derrière et on torréfie. Les attentes de ce café donc, étaient donc, une diminution d'amertume et d'astringence. Donc on arrive un peu voilà, vraiment à avoir des notes de terroir très caractéristiques, et on peut même avoir d'autres arômes, en tout cas des notes perçues comparées au café non fermenté. Il s'est avéré aussi qu'après les analyses chimiques faites, que ce café peut être aussi plus digestible.
je vais vous le montrer par la suite pourquoi, voire même aussi avec un enrichissement en certaines vitamines. Et il a été beaucoup comparé au copilouac parce que donc il y a eu une fermentation de micro-organismes, et c'est comme ça que aussi notre idée d'essayer de faire ce café est arrivée suite à un voyage en Indonésie où on a découvert le copilouac. Donc comparé à la production du copilouac, il n'y a évidemment pas de cruauté animale et c'est totalement contrôlable, c'est durable et aussi c'est faisable à grande échelle. Donc ça, c'est les premières impressions qui ont été récoltées suite à des dégustations faites donc, à New York, où les gens ont trouvé que... donc il y en a aussi quelques-uns dans la salle ici qui ont pu le goûter, donc vous pouvez voir si vous y retrouvez, où on a des notes d'orge, il est sucré, acide comme un thé, même des notes florales ou des notes de thé bien précis comme du thé black oolong. Il y en a des notes fleuries aussi. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Des notes de chocolat. On retrouve ce moins amer et astringent qu'un café normal. Bon, après, vous allez me dire, c'est vrai, ça dépend du mode de torréfaction, ça dépend aussi de la manière dont on le prépare. Tous ces commentaires-là ont été récoltés par Cupping, donc où on a suivi le protocole de la CA, pardon. Et la torréfaction s'est faite plus comme une torréfaction où on l'a fait aux États-Unis, qui est City ou City Plus, et pas noir comme on pourrait la trouver dans certains pays nordiques, en tout cas en Europe. Donc la science qui est derrière ce café fermenté. Donc ici, c'est une image en microscopie électronique à balayage. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière, où en fait, dans chaque cercle, qui est partagé en deux, vous avez une partie contrôle, donc le café, la graine verte qui n'a pas été fermentée, et de l'autre côté, la graine verte qui a été fermentée. C'est pas la graine qui est complètement poreuse, c'est on va dire le réseau microbien, on appelle ça le mycélium que vous avez au-dessus de la graine qui a poussé, il faut imaginer ça comme des racines, qui a poussé à la surface de la graine, qui l'a à peine pénétré, qui s'est juste nourri de ce qu'ils ont pu absorber, et que donc après en tout cas, c'est le résultat, c'est ce qu'on voit de la croissance des micro-organismes sur la graine. Donc on a fait plusieurs analyses instrumentales. Vous avez donc les noms un peu barbares en haut, où en gros, c'est des analyses pour... donc l'UPLC, ça a été des analyses pour... détecter, enfin identifier et quantifier tout ce qui était non volatile, donc tout ce qui est caféine, trigoléline, ou alors d'autres composés qui sont irritants pour l'estomac, comme la pyrogalol. La HPAEC, ça a été pour détecter tous les sucres, SDS-PAGE pour les protéines, donc après c'est microscopie électrique à balayage, et la GCMS, ça a été pour détecter tous les volatiles, donc tout ce que vous allez pouvoir sentir. Notre biotechnologie est brevetée aux États-Unis et est soutenue par le rapport scientifique dont je vais vous montrer quelques résultats. Et donc la bibliothèque dont je vous ai parlé, ce sont donc tous les micro-organismes qu'on a pu détecter qui peuvent pousser et changer les précurseurs d'arômes du café. Donc brièvement, donc ça c'est le profil de sucre du café fermenté non fermenté. Donc le fermenté est en rouge, le non fermenté est en noir. Où en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme toute fermentation, en gros, ça a été prédigéré. On retrouve moins de grosses molécules, plus de petites molécules. Donc on a une diminution de polysaccharides et de disaccharides, et on retrouve plus de monosaccharides. Et c'est notamment les monosaccharides et les disaccharides qui vont être précurseurs, notamment des réactions de Maillard après pendant la torréfaction. Donc ici, c'est la même chose pour les protéines.
Donc au centre, vous avez le grain vert fermenté et à droite, le grain vert contrôle. À gauche, c'est un étalon où on a donc une diminution de concentration des grosses protéines et où on retrouve une plus grosse concentration de peptides et voire même d'aminoacides. C'est une hydrolyse de protéines qu'on retrouve dans le Copilouac pour le peu d'études qui a été faite sur ce café-là. Et c'est aussi très important dans les réactions de Maillard, vu que les protéines est le deuxième substrat des réactions de Maillard. Donc nous avons aussi, quand on combine deux techniques qui sont la GC et l'UPLC, on peut se rendre compte que on a des diminutions des composés responsables de l'amertume, donc pas que la caféine qui, entre parenthèses, est responsable que de 10% de l'amertume du café. La trigoléline et les acides chlorogéniques, notamment les lactones issus de l'acide chlorogénique, sont beaucoup plus responsables de l'amertume du café. Nous avons une augmentation de composés d'arômes que je vais vous montrer juste après cette diapositive qui vont donc être là pour changer un petit peu l'arôme du café et en tout cas contribuer à sa complexité. Et les notes que nous allons retrouver typiques du café fermenté sont les notes de sucré, crémeux, popcorn, noix, chocolat et beurre. Donc ça, c'est les quelques molécules, je ne sais pas si vous pouvez les lire, qui sont donc retrouvées pour la partie en haut, plus dans le café fermenté et qui ne sont pas comme celles, en tout cas moins importantes dans le café fermenté que dans le café non fermenté sur le bas. Donc ça, je passe vite. Et enfin, on a été surprise d'avoir aussi un aspect santé à notre café, autre que du changement du profil aromatique. Nous avons donc constaté une diminution des composés de caféine, catéchol, hydroxyhydroquinone et pyrogalol, qui sont des composés identifiés comme irritants l'estomac. C'est pour ça que certaines personnes, après avoir bu un café, peuvent avoir des aigreurs d'estomac, en tout cas des difficultés à la digérer. Au niveau santé, donc là ça dépend des études, mais il y a des études qui reportent la trigoléline comme pseudo-oestrogène. L'acide phytique par contre est connu pour être un antinutritif, vu qu'il va former des complexes avec des protéines ou des minéraux, donc le fait de le dégrader va être un atout santé, et on va avoir aussi un enrichissement en quelques molécules comme la théophyline, l'inositol, le phosphore et la vitamine B3. Voilà. Je vous remercie de votre attention.